Bien, 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 bonsoir, bonjour, bon après-midi à vous, mes petits byzantins reclus de la Sainte-Afrique sud-africaine. C'était n'importe quoi, ça. Comment ça va? On est là aujourd'hui pour mes analyses et prédictions complètes de l'UFC Vegas 24, Robert Whittaker, Kelvin Gastelum. Bah, que dire à ce point-ci sur ces événements-là, à part que le main event est nice, c'est Bobby Knuckles, on est content. Tu peux nous coller, c'est n'importe quoi ça la carte, puis tant que Bobby Knuckles est là dans le main event, à essayer de péter la gueule à quelqu'un, on va être content. Still, c'est une carte, c'est pas une mauvaise carte, c'est pas une bonne carte. C'est vraiment un fight night typique de l'UFC. Pas sûr qu'on dit, euh, tu sais, plus récemment qu'il socle, puis qu'on est plus site pour troller la carte que pour preview la carte. Là, je pense que c'est un bon fight night qui a de l'allure, des petits combats intéressants un peu partout sur la carte, puis on va vérifier ça avec mes analyses et prédictions complètes pour chacun de ces combats-là, commençant par le main event de la soirée. Bobby Knuckles, Robert Whittaker est de retour face à Kelvin Gastelum dans un genre de short notice fight. Tu sais, je vais me mettre dans le centre, ça va être plus beau, hein? Ouais, ça centré, wow! Mais c'est pas vraiment un short notice, mais c'est pas un long notice non plus. Dans le fond, Robert Whittaker devait affronter Paulo Costa. Mais ça fait quoi? Plus qu'un mois qu'on le sait que Paulo Costa ne pourra pas prendre part à ce combat-là, puis qui a été remplacé par Kelvin Gastelum. Donc, c'est pas le camp le plus complet du monde pour Kelvin, mais s'il s'entraînait puis il se tenait prêt, je vois pas pourquoi il arriverait là puis il serait comme pas prêt, pas en bonne condition physique, pas en fight shape. Il n'y a pas vraiment de raison pour ça. Ceci étant dit, est-ce qu'il va gagner? Probablement pas. On s'entend, quand tu regardes ce match-up-là, c'est très, 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 très difficile de pick contre notre ami Bobby Knuckles, qui est juste excellent, qui est juste probablement, ben pas probablement, en fait, qui est le deuxième meilleur middleweight au monde, puis qui est la seule personne présentement, je pense, qui peut vraiment le battre. C'est le champion Israël Adesanya. Ou s'il y avait un prospect super spécial qui se présenterait le bout du nez dans la division, peut-être, mais là, pas vraiment ça le cas à 185 pour les temps qui courent. Donc, je pense que notre ami Bobby Knuckles peut arriver facilement dans ce combat-là. Outstriker notre ami Kelvin Gastelum. Gastelum est quand même assez rapide pour un 185 livres. C'est pas ça son plus gros atout. C'est un guerrier. C'est quelqu'un qui, tu sais, autant on l'a vu perdre plusieurs combats, puis là, il est revenu sur la voie de la victoire avec une décision contre Ian Heinisch où il a un peu ressorti sa lutte et il n'a pas bien paru, il n'a pas mal paru. C'était une performance, mais c'était pas rien d'absolument incroyable. Surtout après 3 défaites consécutives, on se serait attendu de plus de Gastelum, mais j'ai l'impression que c'est un gars qui match un peu le niveau de ses adversaires. Il est à la fois capable de faire un combat très serré contre Ian Heinisch et faire un combat très serré contre Israël Adesanya. Puis c'est comme normal dans son cas. Puis j'ai l'impression que plus Whittaker step up son niveau ici, plus Gastelum va avoir tendance à le suivre sans être capable de l'égaler, sans être capable de sortir vainqueur de ça. Mais va-t-il être capable de placer une belle gauche super rapide et clean ici et là qui vont déranger Robert Whittaker? Je pense que oui. Va-t-il être capable de lander quelques takedowns ici et là, ou du moins quelques beaux takedown attempts ici et là qui vont rendre les rondes plus serrées? Je pense que oui, mais je pense que c'est un peu tout à quoi on peut s'attendre de la part de Kelvin Gastelum ici. Je pense que Whittaker est un striker supérieur à lui, va lancer un meilleur volume, tout en étant plus efficace. Tu sais que Robert Whittaker, ce qui fait de lui un combattant autant incroyable, c'est, oui, il lance un bon volume, est agressif, continue à aller de l'avant, mettre une belle pression sur ses adversaires. Toutes ces aspects, le tabouin, j'ai la roquette. Il fait ça très bien, mais c'est pas un wild man, tu sais. C'est pas un volume striker comme on penserait d'un qui est vraiment wild. Mais juste la semaine passée, Ignacio Bahamondes qui se battait contre John McDessie. Ça, c'est un volume striker qui est peu conscient de sa défensive. Le mesure 6 pieds 3, c'est un grand lightweight, pense que personne ne peut l'atteindre, puis il laisse aller des punches sans trop à penser ce qui vient en retour, puis ça fait que quand il se fait taguer en retour, il se fait taguer en cibole, puis ça fait qu'il perd ses combats. C'est pas le cas avec Kelvin Gastelum, ni avec Robert Whittaker, et puis
sais, basically, je sais pas pourquoi je m'utilise ce combat-là. Robert Whittaker va gagner ça par décision parce que je pense que Gastelum est assez rough puis assez tough. Puis je pense pas qu'il va nécessairement être en mesure de le finir. Il pourrait, tu sais. Sa combinaison main droite avec le high kick droit qui vient juste en arrière, là, c'est assez génial. Il a pogné plein de gars avec ça. Il a failli finir Jared Cannonier avec ça. Fait que j'ai Bobby Knuckles, esti. Bobby Knuckles par décision dans ce combat-là. Ça nous mène au co-main event chez les lightweight. Jeremy Stephens qui est de retour à 155 livres pour affronter Drakkar Klose. Ça aussi, c'est un bon combat, pour être bien honnête avec vous. C'est un combat qui est très, très, très important pour Jeremy Stephens pour la suite de sa carrière. Parce que dans ce qu'il dit là, dans ses entrevues d'avant-combat, la raison pourquoi Jeremy Stephens retourne chez les 155 livres, c'est pour avoir des gros combats. Lui aimerait ça aller affronter Conor McGregor, Nate Diaz, ces gars-là. C'est ça qu'il veut faire. Puis il dit que c'était à lightweight, ces combats-là. Même Tony Ferguson, etc. C'était à lightweight, ces combats-là. C'est pas à 145 livres. Puis il a bien raison. Mais pour ce faire, il doit revenir et battre Drakkar Klose. Il n'y a pas le choix. Tu n'auras jamais un Conor McGregor fight si tu ne peux pas passer à travers de Drakkar Klose. Puis je pense qu'il peut. Honnêtement, je pense qu'il peut. Parce que Stephens, étrangement, si tu regardes les measurements, puis tout, est aussi grand puis gros que Drakkar Klose, qui m'apparaît pas comme un petit 155 livres, pas un gros 155 livres non plus, mais pas quelqu'un que t'es genre, non, lui, je pense qu'il est trop petit pour la division, puis il devrait move down, loin de là. Donc, Stephens, qui a déjà été un 155, ne va pas vraiment donner de poids et de grosseur, je pense, dans cette division-là. Va peut-être se retrouver contre des gars qui mangent un peu mieux son power. En général, je pense qu'il va devenir une moins grosse one power punch threat. Je pense pas qu'il va arriver là puis one punch KO des gens dans cette division-là. N'empêche que Jeremy Stephens est vraiment très bon, vraiment très complet. C'est un gars qui défend relativement bien les takedowns, qui grapple bien au besoin, qui est un excellent striker. Il a un jab puis un calf kick, chose qui est primordiale là, dans cette ère présente du MMA. Puis c'est un des premiers là, à kicker le calf de façon vraiment abusive, le Jeremy Stephens. Puis il travaille bien derrière son jab. Il y a des très grosses mains arrière qui suivent en arrière de tout ça. Et puis, tu sais, Drakkar Klose est vraiment un meilleur clinch fighter que toute autre chose. Drakkar Klose, quand on l'a vu avoir le plus de succès à date dans sa carrière UFC, c'est quand il était capable de coller quelqu'un dans le clinch, de wear on him, un peu la Usman strat là, avec des coups de genoux, des petites strikes short dans le clinch, mais qui wear down les adversaires, qui font mal aux adversaires, qui sont fatigantes. Et on le voit un peu moins faire ça dans ses derniers combats, semble un peu avoir tombé en amour avec son striking. Puis c'est vrai que son striking s'améliore. Le problème, je ne sais pas si c'est son striking ou si c'est sa game. Parce que dans le fond, je vous explique, il a tendance à vraiment être très agressif. Puis c'est ça qui ça va dans sa game, c'est un pressure fighter, c'est quelqu'un qui veut t'amener dans le clinch, c'est quelqu'un qui veut wear on toi, de toujours avoir l'avant puis de te faire réagir à ses actions. Puis c'est comme ça qu'il se bat dans le clinch, c'est comme ça qu'il se bat quand il est au sol. Fait que naturellement, c'est son style debout aussi. Le problème, c'est qu'il n'est peut-être pas techniquement encore rendu assez bon pour avoir ce style-là. Le fait d'être très agressif, de lancer beaucoup de volume, puis d'aller de l'avant, puis de vouloir maintenir une pression, d'un, c'est taxant sur lui. Et de deux, il se met tout le temps hors position. Là. Il se met tout le temps, se sort complètement de position en essayant de over-lancer une strike en particulier. Puis tabarnouche, ça fait que des fois, il se retrouve dans des positions pour se faire counter sévèrement. Puis tu le sais que s'il y a quelqu'un qui va être là puis qui va pas vraiment budge, qui va pas vraiment te laisser prendre les devants puis te laisser lui mettre la pression comme ça puis qui va juste planter ses pieds puis attendre que justement tu te mettes hors position en essayant trop pour te taguer sévèrement en retour. C'est Jeremy Stephens. Fait que je pense que ça, les calf kicks, ça va être un énorme facteur. D'après moi, dans ce combat-là, Jeremy Stephens va probablement sortir et kicker Drakkar Klose dans le mollet et ce dès le début du combat. Donc, j'ai comme de Jeremy Stephens dans ce combat-là, pour être bien honnête avec vous. Je l'ai peut-être même par TKO au 3e round. Donc, c'est mon analyse. Ensuite, oh là là, un autre combat d'Andrei Arlovski. Affronte Chase Sherman. Puis tu sais, ça devient de plus en plus dur, le breakdown des combats d'Andrei Arlovski, même si c'est clair, net et précis, c'est quoi sa game. Puis c'est rendu un bon striker technique et
Pourquoi je cherche toujours ce mot-là en français, mais genre, prends pas vraiment de risques. Tu sais, Andrei Arlovski a souvent été le gars qui allait de l'avant puis qui lançait une main droite puis qui lançait un back fist de la droite en ramenant sa main droite puis lançait pas de jab, lançait rien d'autre, était super agressif, ne lançait que des power punch, n'essayait que d'arracher la tête de son adversaire. Maintenant, ben, il y a un jab, il y a une droite, et plus, essaie plus de placer ses strikes, n'est pas nécessairement un gars qui travaille en volume. Il est rendu très, très vieux aussi, autant dans la vie que dans sa carrière MMA. Fait que ça fait que tu sais, tu peux pas vraiment arriver là puis te battre balls to the wall. Fait qu'il est rendu vraiment avec un bon style lent de vétéran qui va essayer d'être efficace, de placer ses shots, de s'assurer que la shot qu'il lance avec beaucoup de power, ce soit celle qui touche puis qu'il n'y ait pas à dépenser de l'énergie pour rien soigner dans le vide. Fait que c'est un style beaucoup plus calculé. C'est vrai ça le mot que je cherche. Un style beaucoup plus calculé de la part d'André Arlovski. Puis tu sais, basically, dans ses derniers combats, c'est soit qui out-technique ses adversaires, quand on regarde les combats contre Tanner Bowser notamment, tu vois, il out-technique ses adversaires qui sont pas capables de le finir. Puis pour ceux qui sont capables de le finir, ben, tu sais, les Thomas Penal et compagnie, puis ils font juste le finir, là, malheureusement. Et je suis vraiment déchiré dans ce combat-là. Parce que il y a deux choses que j'ai aucun doute. J'ai aucun doute qu'André Arlovski peut et va absolument out-technique Chase Sherman. Parce que Chase Sherman, oui, sa boxe s'est améliorée, mais c'est pas mal le seul aspect où il y a un peu de technique dans le MMA en général. Le reste, c'est complet, c'est zéro bin ball, zéro bin ball. Tu me dis que André Arlovski arrive puis lance des takedowns pour gagner ce combat-là sur Chase Sherman, puis tu sais, je serais pas surpris que ça arrive, bien honnêtement, parce que Chase Sherman est tellement incompétent dans les autres aspects de la game qu'il n'est pas aller de l'avant puis lancer des points puis des pieds sur ses adversaires. Et puis, tu sais, Chase Sherman, oui, il est gros, il est tough. C'est ça qui me rend la tâche tellement difficile, c'est que il s'est fait knocker auparavant. Il s'est fait knocker par des gros gars plus puissants, plus athlétiques que lui. C'est plus le cas d'André Arlovski. Donc, je pense pas qu'André Arlovski peut passer le KO à Chase Sherman, basically, dans ce combat-là. Puis, je pense que Chase Sherman peut définitivement passer le KO à André Arlovski, mais il n'y a tellement pas une bonne technique, il n'y a tellement pas une bonne manière de settle pour ses strikes, de choisir ses strikes, de setter quelque chose qui va déjouer Arlovski, puis que c'est avec ça qu'il va pouvoir placer la strike avec laquelle il veut le finir, que j'ai comme l'impression que c'est complètement André Arlovski qui va dominer ce combat-là. Là. La question n'est que est-ce qu'il va se faire finir à un moment donné dans ce combat-là ou non. Mon pick, ça va être non, parce que je le sais pas, parce que j'aime André Arlovski, I guess, puis j'ai vraiment pas confiance dans la game de Chase Sherman, qui, oui, est revenu, puis il y a eu des knockouts là, dans ces derniers temps, mais c'est contre genre Ike Villanueva, puis des gars comme ça, que tu sais, j'ai rien contre eux, là, mais c'est un light heavyweight avec une fiche de journeyman qui arrivait dans l'UFC sur short notice à heavyweight pour pogner le gros Chase Sherman. Fait que c'est des combats qui étaient un peu faits pour que Sherman gagne. Il les a gagnés comme il devait les gagner, ce qui est quand même bon signe pour le futur, mais on ne l'a jamais vu depuis son retour avec l'UFC avoir un step-up comme André Arlovski. Fait que c'est basically là qu'on va le savoir. Là. Est-ce que Chase Sherman reste un combattant comme il était avant, c'est-à-dire un bon middle of the pack heavyweight qui peut tester s'il y a un tel ou un autre tel UFC level, mais que s'il est meilleur que ça, va facilement le battre. Ou s'il s'est amélioré assez avec sa boxe, puis qu'il est assez gros puis tough pour prendre un step-up et devenir un combattant un peu meilleur que ça. Donc, c'est là qu'on va le savoir. J'ai André Arlovski par décision parce que j'ai pas confiance en Chase Sherman. Ensuite, Abdul Razak Alassane, Jacob Malkoun. On garde ça simple. Jacob Malkoun s'est complètement fait éteindre la premier gros punch qui a touché le menton dans sa carrière UFC. C'était son 5e pro fight. Le gars, il est 4-1. Je pense que c'est un training partner, un des training partners principaux de Bobby Knuckles. Puis c'est comme un peu pour ça que sa chance dans l'UFC. Le gars était pas prêt. Le gars n'est pas vraiment de niveau selon moi. La seule question, ça va être est-ce que Abdul Razak Alassane peut carry tout son power à 185 livres parce qu'il est maintenant à 185 livres. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que si Abdul Razak Alassane aussi le bat pas par KO au premier round, ça pourrait devenir un très, très ugly fight parce qu'on le sait qu'Abdul Razak Alassane soit gagne par KO au premier round ou gas out complètement et perd une décision terrible. Je vais y aller pour le first round KO d'Alassane ici. Je veux pas voir rien d'autre que ça pour être bien honnête avec vous. Parce que maudit que ça peut être long sinon. Ensuite,
Ah, ça me fait mal ce combat-là, man. Luis Peña, Alex Munoz. Pourtant, c'est un excellent combat, mais c'est juste que j'ai pas le choix de pick Alex Munoz. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Luis Peña, Violent Bob Ross. Ah mon Dieu, j'ai tellement aucune confiance en ce gars-là. C'est l'enfer. Puis il est tellement frustrant là, comme combattant, Luis Peña, parce que quand tu le regardes pendant de brefs moments, il y a clairement quelque chose là. Il y a clairement de quoi à faire avec ce gars-là. Quand il pogne un petit moment où il flotte debout, puis il lance du volume sur son adversaire, puis il est long à 6 mesures, comme 34 pieds de reach, parce que c'est un style lightweight de 6 pieds 3. Puis c'est beau, puis ça flotte, puis ça marche. Puis là, t'es genre, wow, Bob Ross, si violent Bob Ross qui finalement réussit à se trouver une game. Puis là, tout s'effondre, puis il n'y a plus rien qui marche. Puis il est supposé être un lutteur, mais donne des takedowns tellement facilement, puis se retrouve en dessous. Puis au lieu d'essayer de se relever ou de lander du dommage en dessous, ou de lander essayer d'avoir une soumission en dessous, il va juste monter une petite rubber guard bizarre, va comme faire des nœuds dans lui-même, sur son adversaire, qui va rester pris sur le top de lui, à pas être capable de rien faire, mais à gagner le round pareil parce qu'il est sur le top, c'est lui qui a landé le takedown. Puis, quelle est mess, man, Luis Peña. Puis, tu sais, c'est Luis Peña, il arrive sur son A-game, puis il bouge bien, puis il empêche Alex Munoz de généralement le takedown, parce que pour voir ici, le gros X-Factor dans ce combat-là, on se le dit, c'est la lutte d'Alex Munoz. Là. C'est un wrestling coach au Team Alpha Male. C'est quelqu'un qui est excessivement tough, qui a une très bonne submission defense, qui a une très belle takedown game, qui on a vu contre Nasrat Akparas que peut se retrouver complètement outmatch dans un short notice fight, puis il va donner tout ce qu'il a à donner quand même, puis il va réussir à rendre ça compétitif et déplaisant pour son adversaire, même si c'est Nasrat Akparas, un gars qui allait jamais battre, t'sais. Fait contre Luis Peña, qui est un gars qui va donner les takedowns, qui va donner les positions, qui va rester là trop longtemps, qui devrait rester sous prétexte de check, je suis en train de faire de quoi de bizarre avec mes jambes, puis je pense que ça look good. J'ai Alex Munoz, c'est par décision, c'est tout. C'est pas compliqué, c'est ça le pic, parce que maudit, Luis Peña, il pourrait être si bon. Il pourrait être si bon, puis il l'est pas, puis c'est frustrant à checker ça. Donc, Tracy Cortez, Justin Keesh. Tracy Cortez par décision. Tout simplement parce que Justin Keesh est là. Pour être là, elle est là. Elle est définitivement là. C'est une combattante qui va être dans ta face, qui va lancer, qui sent beaucoup de power. Qui n'a pas un volume incroyable non plus. C'est pas genre, oh, voici toutes les punches du monde qui t'arrivent par la face de façon incessante pendant 5 minutes. C'est pas ça. Elle a un bon output, mais rien de vraiment. Tu regardes Justin Keesh, tu regardes sa game, tu es genre, comment je pourrais analyser sa game? Qu'est-ce qui est caractéristique à Justin Keesh? Puis c'est rien. Absolument rien. Le gars, le gars. La fille, elle a une game de all-rounder. Essaye de garder un bon volume debout, défend relativement bien les takedowns, est capable d'en lander un si elle en a besoin. Pas nécessairement l'aspect où elle veut se battre principalement. Je pense que c'est plus une stand-up fighter qu'une grappler, mais si elle a grappler, elle est super capable, super bonne all-rounder que si t'es pas, je pense, une assez bonne prospect, tu devrais pas être capable de la battre. Puis si tu es assez bonne prospect, tu devrais être capable de la battre. Puis Tracy Cortez, c'est une assez bonne prospect, qui va être plus athlétique qu'elle, peut-être être un peu plus focus qu'elle dans sa game, va être game d'avancer et de laisser aller ses mains elle aussi, mais je pense qu'elle a un process plus établi à sa game. Genre, aller de l'avant, lancer des mains, essayer d'aller dans le clinch, travailler un takedown de là, s'installer sur le top, faire mal à son adversaire de là. Si ça marche pas, un reset. Super game de se battre debout aussi, mais je pense que Tracy Cortez a juste une meilleure idée de ce qu'elle veut faire dans ce combat-là, puis elle va être capable de l'exécuter. Je l'ai donc par décision ensuite. Le défenseur du Canadien de Montréal, Alexander Romanov, est de retour en action chez les poids lourds face à Juan Espino. Puis ça, c'est littéralement les deux grapplers dans la division qui sont on the rise. Puis on dit, tiens, pognez-vous donc, voir lequel est le suprême des deux. Puis il y en a un qui est jeune, qui est athlétique, puis qui est explosif. Puis il y en a un qui est vieux, puis qui est technique. Puis c'est absolument le jeune athlétique et explosif qui va gagner ce combat-là, j'ai aucun doute là-dessus. Tu sais, Juan Espino est bon, mais Juan Espino, il est vieux, ok, puis tu sais qu'il veut faire une run dans l'UFC, mais que tu te demandes si le temps n'est pas un peu contre lui, même à heavyweight, puis
Il y a une belle lutte technique, mais pour amener ses adversaires au sol, il faut qu'il travaille, il faut qu'il drag down, puis il faut qu'il travaille fort pour passer la garde, améliorer sa position. Généralement, il cherche plus des soumissions que d'autres choses une fois qu'il est au sol. Puis Alexander Romanov, lui, c'est comme King Kong, style, basically. Il est petit, il est trapu, ça arrive, il shoot assez facilement, te lève sur ses épaules, fait 3-4 tours d'octogone, te drop à quelque part, passe ta garde en full monde, puis drum des Donkey Kong Hammer Fist à 2 mains, c'est tout. C'est ça qui fait Alexander Romanov. Puis si tu lui donnes son dodo, il va te choquer, mais sinon, il va te battre par TKO. Puis je pense que j'ai direct ça. Romanov, TKO, round 2. Et ça nous mène au moment le plus excitant de la soirée. Et ça de loin. Lupita Godinez, qui fait ses débuts dans l'UFC face à Jessica Penne. Et puis, tabarnouche que je suis hype pour les débuts de Lupita Godinez parce que je pense vraiment que c'est une des très, très bonnes prospects à faire son entrée dans cette division-là et ça dans les dernières années. C'est une Canadienne, elle vient de Vancouver, elle est d'origine mexicaine. Et puis, tabarnouche que ça paraît qu'elle est mexicaine parce que c'est une boxeuse puis ça en est une. C'est vraiment une bonne combattante qui me fait penser un peu à Alexa Grasso debout dans la façon dont elle bouge bien, dont elle est comme furtive dans ses mouvements, tout en n'étant pas une combattante évasive, là, loin de là, comme Grasso. Je pense qu'elle préfère aller de l'avant et lander du volume sur son adversaire. Puis si tu la laisses commencer à lander des combinaisons, elle est très slick, elle est très tight, ça flow bien, elle kick vraiment très, très bien pour une boxeuse aussi. Puis si tout ça marche pas, elle a vraiment une très, très, très belle game au sol pour fall back on. On l'a vu dans son combat de championnat là, au LFA contre Vanessa Demopoulos. Dans les later rounds, ça s'est mis à grapple un peu plus dans ce combat-là. Puis Lupita était capable de lander des beaux takedowns, de s'installer sur le top, de y aller avec du ground and pound, de garder son avance qui était assez claire dans ce combat-là. Puis on voyait une challenger en Demopoulos qui essayait de rally dans ce combat-là, qui essayait de revenir de l'arrière. Puis elle a eu des bons moments, mais jamais Lupita l'a laissé revenir en avant d'elle. Elle a toujours gardé l'avance dans ce combat-là. Elle est allée mettre la main sur la ceinture à son 5e combat pro seulement. Devenait championne LFA. Puis là, une opportunité s'est présentée pour elle d'aller se battre dans l'UFC. Et puis elle affronte une combattante qui est basically, qui s'est pas battue depuis les 4 dernières années. Puis qui, il y a 4 ans, son dernier combat avait déjà l'air d'être past son prime. Donc, Jessica Penne, dans le temps qu'elle était encore Jessica Penne, était dangereuse avec sa submission game. Autant sur le top qu'en dessous, mais c'était principalement ça qu'elle faisait. Et puis, je pense juste pas qu'elle a l'athlétisme, la rapidité, la force physique pour take down Lupita Godinez dans ce combat-là. Fait que je pense qu'elle va vraiment, vraiment passer un mauvais quart d'heure. Puis ça va vraiment être un showcase fight là, pour la Canadienne dans son premier combat UFC. Puis je peux pas être plus content que ça parce que maudit que j'ai hâte de la voir en action. Elle, ça fait des années que je le dis, le Lupita, Jasmine Jasudavicius puis Jamie Lynn Hort Wessels vont être les 3 combattantes là, féminines canadiennes qui vont faire des vagues dans l'UFC dans les prochaines années. Puis on a finalement une des 3 qui est là, c'est Lupita. Et puis je suis vraiment content pour elle. Je pense qu'elle va gagner par TKO 2e round. Ensuite, tu sais, le combat que tu le sais exactement comment il va se dérouler, but still, tu peux pas vraiment pick a winner. C'est ce combat-là. Bartosz Fabinski, Gerald Meerschaert. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Bartosz Fabinski, c'est un artisan du lay and pray. Là. C'est pas compliqué. C'est un des derniers. Le gars, il a le style à Mark Coleman, mais sans le ground and pound dangereux. Là. Basically, c'est ça qu'il fait. Il essaie de te take down, puis là, il s'installe dans ta garde, puis là, il essaie de rester assez actif pour pas se faire stand-up en lançant des petits coups de poing, genre body, head, body, head, au sol. Puis ça fait que quand il perd par soumission en dessous. Puis Gerald Meerschaert a plusieurs victoires par guillotine en dessous, par armbar en dessous. Donc, c'est comme le style de combat. Tu le sais, le Fabinski va être sur le top de Gerald Meerschaert à genre pick away at him dans un esti de slow pace boring as fuck et ça pendant tout le long du combat jusqu'à temps que soit il gagne une décision plate à mort ou il se fasse soumettre. Je vais y aller avec Gerald Meerschaert par soumission parce que j'aime GM3 puis maudit que j'ai pas envie d'endurer un esti de combat complet de Bartosz et Fabinski qui lay and pray, mais je ne mettrai pas d'argent là-dessus parce que c'est un peu un stretch. Je vais vous le dire, là, c'est un peu un stretch. Ensuite, Austin Hubbard contre un débutant dans l'UFC qui
Oh mon Dieu. Gagne tous les titres possibles et imaginables pour le meilleur surnom. Puis je sais pas s'ils vont le laisser garder ce surnom-là parce que l'UFC, d'habitude, ne trippe pas vraiment sur les nicknames un peu funnés. Là. Ils aiment ça. Oh, The Warrior, The Pitbull, on est méchants, on est gros, on se bat dans des cages. Puis là, t'as Dakota, Harry Bush qui arrive. Puis c'est ça, c'est le meilleur surnom du monde. Puis c'est un peu ce que j'avais à dire. Dakota Harry Bush va probablement essayer d'être très agressif puis de take down Austin Hubbard le plus souvent possible. Parce que c'est ça que tu fais avec Austin Hubbard si tu veux le battre. Puis Austin Hubbard est excessivement tough et combatif, puis ne va pas se laisser faire, même s'il n'y a pas la meilleure takedown defense du monde. Mais tu sais, il y a une bonne takedown defense, c'est ça le pire. C'est juste qu'il il a affronté des bons chain wrestlers qui étaient capables de chain leur attempt jusqu'à temps d'en trouver un. Je ne sais pas si Bush est au même niveau là, qu'un Joe Solecki à ce niveau-là. Ça va être à voir, mais je pense que Bush va arriver avec son short notice, va faire the most of it, va être agressif au premier round, va probablement réussir pour une bonne moitié de combat, je dirais, à imposer sa game sur Hubbard, qui est souvent un slow starter, en plus de ne pas peut-être avoir la meilleure takedown defense du monde. Souvent un slow starter, mais quand il commence à trouver une petite affaire qui marche, va l'utiliser pour ne pas se retrouver dans cette position-là, puis il va commencer à travailler avec son striking. La seule affaire qui est plate pour Austin Hubbard, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de power. Vraiment, là, c'est un striker qui est efficace, qui place bien ses shots, qui est précis, qui est capable de travailler avec un bon volume, mais il n'y a pas beaucoup de power. Ça fait que des fois, il perd la moitié du combat en se faisant out-grapple, gagne l'autre moitié du combat en out-strikant son adversaire, mais va perdre la décision partagée, serrée, parce que dans la tête des juges, son adversaire a été plus dominant, parce que pendant les échanges debout, oui, Hubbard a le dessus, mais fait vraiment mal à ses adversaires, a vraiment un gros moment où t'es genre, oh my god, Austin Hubbard va complètement le finir. Tu sais, son seul finish dans l'UFC, c'est Max Roscoff qui a quitté sur le stool entre les rounds, là, basically. Donc, j'ai Hubbard ici par décision. Je pense qu'il va avoir assez de temps pour implémenter son striking puis gagner la moitié de ce combat-là ou un peu plus. Mais je pense que le premier round puis le début du deuxième vont être assez durs pour lui. Puis ça va être bon de voir comment il va réagir dans cette situation-là. Fait que Hubbard, décision. Ça nous met un combat de 135 livres de deux femmes qui ne sont pas UFC level. Zara Fern, Josiane Nunes. J'écoutais le preview de Bloody Elbow. Il décrivait Josiane Nunes comme étant la version pas technique de Priscilla Cachoeira. Là, j'étais là, oh, si moi, c'est pas flatteur, ça. Là, j'étais allé voir un de ces 2 ou 3 combats qu'il y avait sur Internet. Puis, Calis, je peux te comprendre. Tu sais, le combat que tu regardes, là, t'es genre, tu sais pas trop qui est qui first parce que c'est une promotion un peu weird sur YouTube. Là, t'es là, ah, ok, je pense que Nunes, c'est elle. Ça apparaît quand même bien. Elle fait des belles affaires. Puis là, maintenant, la fille que tu penses que Nunes est, genre perd le combat. Puis t'es genre, non, finalement, la fille qui se fait takedown depuis tout à l'heure, elle se fait complètement mopper au sol. C'est Josiane Nunes, puis elle fait juste se relever, puis elle knock son adversaire out of nowhere, qu'elle est overhand tout crush, puis... Ouais. Mais je pense que... Zara Fern, si elle la takedown par la domine au sol, peut le faire facilement. Comme on a vu dans l'UFC aussi, si Josiane Nunes arrive puis décide d'être une wrestler, elle peut sûrement aussi takedown Zara Fern puis la dominer assez facilement, puisque c'est ça le combat dans l'UFC, ça a été des défaites où elle s'est fait amener au sol et dominer assez facilement par Megan Anderson et Felicia Spencer. Je comprends que c'est pas le même calibre de fighter par tout là, qu'elle a devant elle dans ce magnifique combat-là. Mais si ça reste debout, Fern est à la fille qui s'est déjà battue à 145 livres et puis qui est capable de semi-travailler derrière un jab, elle devrait absolument avoir l'avantage debout. Fait que ça va être Zara Fern ici pour moi par décision. Ça nous mène au dernier combat, Tony Gravely, Anthony Burchak. Puis ça, tu le sais très bien que ça va être le combat qui va être super excitant pour les peu de moments que ça va être debout parce qu'Anthony Burchak va y aller balls to the walls, puis il va tellement y aller balls to the walls qu'il va se faire takedown à chaque fois, puis il va perdre par rear naked choke au deuxième round. Et ça conclut mes analyses de position complète pour la carte de l'UFC Vegas 24. Whittaker, Gastelum, Bobby Knuckles, man. Bobby Knuckles dans le main event. Ça va être très bon. On regarde ça ensemble, on en parle dimanche au Hypo Podcast. On va peut-être aussi avoir un petit live de réaction là, de Jacques Paul contre Ben Askren parce que ça va être un nasty shit show. Puis, vous le savez, qu'est-ce qu'on aime, nous autres, c'est les arts martiaux, mais on aime les shit shows aussi au Hypo Podcast avec MMA Talk. Donc, on va sûrement checker ça pour vous, peut-être avec Greg, je sais pas, ça reste à prévoir, mais je pense que ça va peut-être arriver. Sinon, ben, on se voit dimanche pour le Hypo Podcast. Bonne fin de semaine de combat à tous et on se